Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment construire des murs avec des livres. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour parler de pavés. C'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée sur Instagram, donc je me suis dit que ça serait cool de la faire et j'avais de toute façon envie de faire des vidéos un petit peu thématiques pour les saisons et tout, et du coup j'ai décidé de vous proposer une petite sélection de pavés à lire cet été. Alors il n'y a pas d'ordre particulier, simplement à la fin, en gros je vais vous parler de 4 livres que moi j'ai lus et adorés et que je vous conseille donc de lire cet été parce que vous allez avoir du temps si vous avez des vacances. Et je finirai avec 2 livres que moi je compte, 2 pavés que je compte lire cet été. Donc le premier livre que j'avais envie de vous recommander pour cet été, c'est Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. Alors je trouve que c'est un livre qui est encore malheureusement trop sous-coté, que moi j'ai lu donc en début d'année ou fin de l'année dernière et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je pense que c'est un bon pavé pour l'été, c'est parce que on va être dans quelque chose d'assez contemplatif, d'assez lent et qui mérite justement de prendre le temps quoi, de se poser. C'est pas une lecture particulièrement rapide, vous voyez, c'est une lecture dans laquelle on va prendre plaisir à se laisser immerger, etc. Donc voilà, et donc dans ce livre, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur Elsa Triolet dans laquelle je l'ai déjà résumé, je me permets de vous faire un petit récap quand même. On va suivre donc le destin, la vie de Michel, qui est donc un jeune homme qui a eu une enfance un petit peu compliquée, rythmée par les voyages, rythmée par une certaine instabilité, et il perd sa mère qui était vraiment son repère dans le monde, il la perd très tôt, et donc il se retrouve un petit peu livré à lui-même, à rêver de grands espaces, à rêver de grandes destinées. Et finalement, il s'avère être quelqu'un d'assez volage, d'assez... Voilà, je veux dire, autant dans ses relations que dans sa vie, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à se fixer. Et du coup, ce roman, c'est quand même un petit peu, justement, l'histoire d'une errance. Et c'est un roman qui est vraiment très très doux. La plume d'Elsa Triolet est magnifique. Enfin, moi, c'est une plume que j'aime vraiment beaucoup. Ça peut être sympa de passer l'été en compagnie de Michel. C'est un roman qui est quand même un peu dur, qui se passe donc pendant l'entre-deux-guerres et où, voilà, on est avec un personnage qui a du mal à se trouver. Donc, il va avoir des relations amoureuses, amicales qui vont être compliquées et voilà, mais qui est je trouve très touchant, et c'est assez intéressant parce que c'est un personnage masculin donc dans lequel Elsa Triolet, l'autrice, a mis énormément d'elle, de son rapport à la littérature, à la politique, au voyage, à la langue, etc., à la judéité également. Bref, je vous invite vraiment à découvrir ce livre si vous ne connaissez pas notamment déjà La plume d'Elsa Triolet. Ensuite, donc, Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. J'espère que je le prononce correctement, j'ai toujours des doutes avec les noms russes. Donc là, on est sur un texte un peu plus long qui dépasse les 600 pages. Et donc, c'est un classique de la littérature russe du XXe siècle. Ça change un petit peu donc des Dostoïevski, Tolstoï, etc. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus récent et qui, du coup, notamment, va être très marqué par... Enfin, même c'est le sujet en fait en grande partie du texte, par la dégénérescence stalinienne en URSS et donc un petit peu toutes les conséquences de la censure artistique, politique, médiatique. Mais donc voilà, c'est sous cette terreur stalinienne en gros, donc dans les années 30, que le diable décide de débarquer à Moscou pour foutre un petit peu la pagaille. Le diable donc qui va s'incarner de différentes manières et qui va venir complètement mettre le bazar dans les relations entre les gens, dans ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On va avoir tout au long du roman une espèce de parallèle avec Ponce Pilate. Bon, moi je m'y connais très très mal, enfin j'ai très peu de références bibliques, enfin j'ai pas de culture en gros biblique et tout, donc... Je pense que j'ai pas pu saisir malheureusement toute la substance du roman, c'est un roman que je compte relire plus tard, mais malgré ça j'avais vraiment adoré. Notamment pour tout le côté absurde, on a des... Enfin je me rappelle, c'est quelque chose que ça m'a fait aussi avec un autre livre dont je vais vous parler tout à l'heure, mais qu'on est vraiment dans des chapitres qui ont des vraies identités, je sais pas si vous voyez de là-bas, mais genre j'ai vraiment corné mais quasiment toutes les pages, pareil, ça c'est un truc que j'ai lu quand je cornais encore les pages, maintenant j'annote plutôt. Mais donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les chapitres ont vraiment des colorations particulières, des thèmes un petit peu, ouais, je sais pas quoi, genre on a l'impression un petit peu pas qu'on commence un nouveau roman, mais qu'on rentre dans un nouvel univers à chaque chapitre. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'ai retrouvé dans très peu de romans.
par lequel je suis agréablement surprise à chaque fois que je trouve ça. Mais donc oui voilà, donc forcément avec la présence du diable dans une ville qui va venir un petit peu s'immiscer dans les affaires de la ville, du pays, etc. Bon bah on se doute que ça va donner lieu à des situations un petit peu cacophoniques. Mais voilà, c'est très drôle, c'est extrêmement satirique sur la société russe de l'époque. Et bah moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la satire politique et tout. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, enfin je trouve que c'est vraiment un livre qui se dévore, mais vraiment si vous êtes motivé, je vous conseille de le lire cet été. Comme tout ce qui existe selon moi en littérature russe et qui est traduit par Markovitch, je pense qu'il faut le lire dans cette traduction. Donc voilà, en plus là, du coup il existe en livre de poche, enfin au format livre de poche chez les éditions Inculte. Bref voilà, le travail de mise en page, le travail d'édition est vraiment qualitatif et en plus c'est, je pense, la meilleure traduction que vous pouvez trouver. J'en ai pas lu d'autres, donc j'ai pas d'éléments de comparaison, mais je me réfère aveuglement à la critique qu'il a encensée au moment de sa sortie. Moi, c'est celle que j'ai lue, j'ai pas été déçue, et de toute façon, quand je lis de la littérature russe et que c'est possible, je me penche vers les traductions d'Andrei Markovitch. On reste chez les Russes pour un immense classique que je vous invite à découvrir cet été. Il s'agit d'Anna Karénine de Tolstoï. Alors si je vous le recommande, c'est notamment parce que moi je l'ai lu en été et que j'ai trouvé que ça s'y prêtait vraiment bien. Bon là on est vraiment sur quelque chose de très long puisque le roman il dépasse les 1000 pages, peut-être même qu'il atteint les 1100 pages. Enfin bref, donc on est vraiment sur une grosse brique. Pour donc celles et ceux qui ne connaîtraient pas Anna Karénine ou qui ne connaîtraient que de nom, Anna Karénine c'est l'histoire d'une femme, Anna Karénine, qui alors qu'elle est installée, voilà qu'elle est mariée, elle a un enfant, etc. Elle va faire la rencontre d'un homme dont elle va tomber follement amoureuse et ça va venir renverser complètement sa vie, la stabilité de sa vie. Si vous voulez, tous les principes aussi moraux qu'elle s'était installée jusque-là. On va vraiment du coup suivre un petit peu son cheminement intérieur. C'est un roman qui est très psychologique. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé. On est vraiment justement sur les affects de cette personnage, sur qu'est-ce qui se joue pour elle en fait d'un point de vue social, sociétal dans cet adultère, dans cet amour. Qu'est-ce qu'elle est prête à perdre en fait pour vivre sa vie de femme ou qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à perdre. Quel est l'impact de sa vie, enfin sur la vie sociale à cette époque-là, quand on sort en fait des clous justement du mariage traditionnel, etc. Donc il y a toute cette partie-là, et en parallèle on va suivre un petit peu d'autres personnages. Tous les destins des personnages qu'on va suivre, on va avoir justement ces enjeux d'adultère, ces enjeux de lien entre l'amour et la morale, et ça c'est quelque chose que Tolstoï, je trouve, il travaille de manière assez intéressante. Donc là en l'occurrence à travers un personnage notamment qui s'appelle Lévin. Bon moi c'est pas les chapitres que j'ai préférés dans Anna Karénine, mais bref, je trouve que ça apporte quand même quelque chose d'intéressant. Si vous avez lu par exemple certaines de ces nouvelles comme la sonate à Kreutzer et les autres nouvelles qui peuvent être dans le recueil qui est édité chez Folio, par exemple Le Diable, Le Bonheur conjugal, etc. Je trouve qu'on retrouve un petit peu de ce truc-là, cette philosophie de Tolstoï, quoi, qui tendrait à dire que, en fait, l'homme, il peut finalement trouver un peu son bonheur que dans la chasteté et dans la pureté, quoi, à la fois du cœur et à la fois charnel, parce que, en fait, justement, l'amour et les relations charnelles entre les hommes et les femmes, ça amène un peu nécessairement des grands malheurs parce que c'est trop compliqué pour nos petites âmes, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est pas du tout une philosophie que moi je partage, mais je trouve que la façon dont il décrit, dont il dépeint la psychologie justement amoureuse est vraiment sublime. Enfin voilà, encore une fois, c'est ce que moi je retiens. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les classiques, je trouve que c'est un auteur qui excelle pas particulièrement dans l'art de la nouvelle. Donc si jamais vous avez déjà essayé de le découvrir avec certaines de ses nouvelles et que vous n'avez pas accroché, moi je vous conseille vraiment d'essayer de lire Anna Karénine. Alors je sais que c'est un livre qui est quand même assez clivant malgré sa renommée, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le personnage justement d'Anna, qui la trouve antipathique, qui la trouve très, je sais pas, chouineuse, genre qu'elle est tout en train de se plaindre, je sais pas quoi. Moi, je l'ai plutôt ressentie comme une femme très forte, qui est prête à sacrifier énormément de choses justement pour vivre sa vie de femme. Et alors évidemment, ça, faire des sacrifices, ça implique de la douleur. Et je trouve que c'est intéressant justement de s'attarder sur cette douleur-là. Bref, bon, Anna Karénine, vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il fait partie de mes livres préférés. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir pour la pluralité de ses personnages, pour la pluralité des thèmes qui y sont abordés, et parce qu'il est énorme et que cet été, vous allez avoir le temps. Je pouvais pas faire une vidéo sur des pavés à lire en été sans vous parler de Moby Dick, même si je l'ai déjà fait dans ma vidéo où je vous parle de mes livres préférés et tout. En fait, c'est vraiment
Moby Dick, pour l'instant, mon livre préféré, ça fait 2 ans que je l'ai lu et il n'a toujours pas été détrôné. Je trouve que c'est le plus grand, enfin vraiment, moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre que j'ai lu à tous les niveaux. Enfin, pour moi, c'est parfait, en fait, Moby Dick. Moby Dick, on est sur presque 900 pages. Non, un peu plus de 900 pages. Et donc, bon, pareil, hein, je pense que la réputation n'est plus à faire, mais on va suivre donc dans Moby Dick Ismaël, à la base, qui va embarquer sur un baleinier. Parce qu'il est un petit peu... il a une formation en gros... Enfin, une formation. Il a de l'expérience en mer. Il est un peu à un tournant de sa vie où il sait pas quoi faire de lui. Et il se dit, bon bah tiens, pourquoi pas partir un peu à l'aventure, chasser la baleine, quoi. Et donc, il embarque dans l'équipage du capitaine Achab. Je vous laisse souligner le nom, moi ça me fait beaucoup rire. Et donc il embarque dans l'équipage du capitaine Achab pour chasser la baleine. Donc à la base tout s'annonce plutôt normal. Enfin voilà, on va chasser la baleine, le cachalot, etc. Mais en fait petit à petit, notre Ismaël va se rendre compte que il n'est pas là en fait juste pour chasser la baleine, mais qu'en fait ce bateau et le capitaine Achab, ils sont en mer parce qu'il y a un enjeu de vengeance pour lui et parce qu'il veut absolument retrouver Moby Dick, le cachalot, l'énorme cachalot blanc qui lui a mangé la jambe dans une épopée précédente. Et bien finalement le voyage un petit peu de cet équipage, il va se construire autour de la recherche de vengeance du capitaine, qui est donc initialement pas vraiment la raison pour laquelle ils avaient tous embarqué, donc c'est un peu un traquenard quoi. Je vous disais que j'avais eu ça un petit peu avec Le Maître et Marguerite, ce sentiment de chapitres, vous voyez, qui ont des colorations particulières, qui ont des narrations particulières. Là vraiment, pour moi Moby Dick c'est l'apogée de ce truc-là. On va avoir des chapitres qui sont écrits comme des comédies, on va avoir des chapitres qui sont écrits comme du théâtre, comme des chansons. On va avoir des chapitres qui sont presque encyclopédiques, notamment sur la question des baleines, comment elles vivent, quelles différentes espèces de cachalots et tout, et de cétacés existent dans l'océan, comment elles évoluent. On va avoir des chapitres extrêmement philosophiques justement sur la question de la vengeance, sur la question du rapport au passé, à l'avenir. Je trouve qu'il y a même une dimension parfois assez progressiste dans le texte, avec une relation qui amène à des réflexions en vrai très primaires, hein, parce qu'il faut remettre dans son contexte, hein, c'est un texte du 19e, mais à une forme de réflexion un peu antiraciste, quoi, très humaniste, pas du tout politique, etc. Mais bon voilà, moi que j'ai trouvé quand même... que j'ai trouvé chouette. Avec Moby Dick, je pense qu'il faut pas s'attendre à juste lire un roman d'aventure. Il y a de l'aventure puisqu'il y a l'enjeu de cette vengeance, il y a cette chasse quoi, mais c'est un roman qui prend le temps de faire énormément de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'abandonnent, qui décrochent parce que, oui en fait quand tu arrives sur le chapitre cétologie où en fait pendant 20 pages il te décrit des espèces de baleines et tout, c'est un peu... ça peut être un peu fastidieux quoi, mais moi personnellement je trouve que c'est des chapitres qui font vraiment l'essence de ce bouquin, qui sont tout aussi importants que tous les autres. Enfin, je vois, dans le sommaire, j'avais mis un peu des étoiles, des cœurs et tout à côté de mes chapitres préférés. Enfin, puis le style, mais la plume, mais il y a de ces fulgurances, c'est incroyable, Moby Dick. Enfin, vraiment, je veux dire, moi, il n'y a aucun aspect, si vous voulez, des critères qu'on peut attendre d'un roman. Les personnages, le style, l'intrigue, la construction narrative, la taille, les choses sur lesquelles il s'attarde, le ton, l'ambiance, je veux dire, tout y est, tout est merveilleux, tout est parfait. Vous avez compris, c'est mon livre préféré, donc forcément je le trouve parfait. Peut-être un petit trigger warning, entre guillemets, il y a des scènes de chasse, forcément, qui sont très explicites et qui peuvent être assez violentes. Et en même temps, je trouve que tout est fait avec une extrême bienveillance. Enfin, ça c'est un truc qui m'avait marqué. Je trouve que la narration dans ce bouquin, elle est... je sais pas comment expliquer à part dire que c'est bienveillant. Genre, il y a un regard qui est posé sur le monde, sur les hommes, sur les animaux, sur la nature, sur la puissance de la mer, qui est tellement bienveillant. C'est doux, malgré justement, vous voyez, je veux dire, décrire une scène de chasse de manière bienveillante, peut-être ça paraît hyper paradoxal comme ça, et puis je veux dire, on est avec des chasseurs quoi, donc on est du mauvais côté de la barricade, j'ai envie de dire, mais je sais pas, il y a une espèce d'amour, d'adoration du monde quoi, je trouve quand même qui transpire dans ce bouquin, malgré une certaine fatalité autour justement de la vengeance, enfin bref, qui vient contrebalancer et qui fait qu'on tombe pas dans du trop quoi, dans aucun des... Enfin bon bref... Il faut lire Moby Dick. Je pense que c'est le meilleur pavé que vous pourrez lire cet été. Moi aussi, je l'ai lu en été. Peut-être là, l'avantage
qui vient justement rendre plus facile de s'attaquer à la brique que c'est, de rendre plus facile d'accepter des chapitres qui peut-être vont moins vous emballer, moins vous hyper, c'est que les chapitres sont très courts. On est globalement, c'est très très rare qu'il y ait un chapitre qui dépasse les 20 pages, je sais même pas si c'est le cas, et globalement on est sur des chapitres qui sont autour de 10 pages quoi. Donc je sais pas, enfin, je le précise parce que pour moi c'est assez important. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui me facilite la lecture d'avoir des chapitres courts parce que j'ai l'impression que je m'engage moins longtemps, que je vais plus facilement pouvoir faire des pauses et que du coup ça va rendre ma lecture aussi. Enfin, vous voyez, je vais plus avoir d'occasion de me plonger dedans et pas forcément attendre, comme par exemple quand je lis la recherche, d'avoir vraiment là un long créneau où je sais que je vais pouvoir ne pas décrocher pendant un moment. Enfin, vous avez capté l'idée. Bref, ce livre est parfait, 100% parfait. Il faut le lire. Et si vous le lisez cet été, venez m'en parler parce que vraiment moi quand je le lisais j'étais frustrée d'avoir trop peu de gens avec qui échanger. Mais heureusement je l'ai fait en lecture commune et du coup voilà bah forcément on pouvait échanger et tout, mais genre j'avais envie j'avais que ça en tête, je voulais en parler tout le temps. Dès que je voyais quelqu'un je parlais de Moby Dick. Donc si vous le lisez cet été, venez échanger avec moi sur Instagram ou quoi, en message privé, enfin bref. Et même si vous aimez pas, hein, je vous expliquerai pourquoi vous vous trompez, mais c'est pas grave, je me braquerai pas. Et sur la traduction, parce que moi je pense que vous l'aurez compris, c'est quelque chose que je trouve qui est assez important. Cette traduction, c'est celle donc de Armel Guern chez Libretto, mais je crois que vraiment la meilleure traduction, enfin celle qui a la meilleure réputation, c'est, je ne sais plus de qui elle est, mais celle qui est éditée chez Quarto Gallimard. Peut-être un petit élément quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la traduction de Giono, parce que c'est la plus accessible financièrement, parce qu'elle est éditée chez Folio, parce que c'est celle sur laquelle on tombe facilement. Mais je crois... Je ne l'ai pas encore lu, je compte la lire. Quand je relirai Moby Dick, je veux la lire donc dans la traduction de Giono, maintenant qu'en plus je me suis prise d'amour pour cet auteur. Mais je crois qu'il vaut mieux ne pas lire la traduction de Giono initialement parce qu'il a fait justement un peu une traduction d'écrivain. Il me semble, encore une fois, je parle, c'est pas mon analyse quoi, c'est des choses que j'ai entendues quand je me renseignais sur quelle traduction lire pour Moby Dick. Et en gros, il a fait une traduction d'écrivain, c'est-à-dire que il s'est pas simplement contenté de traduire, mais il a mis de lui dans sa traduction. Et que donc, on est sur une traduction qui cherche moins à être fidèle à l'œuvre, enfin, surtout en termes de style quoi. Si on veut être sur quelque chose qui est plus proche de l'envie originale de Melville, du coup plutôt se tourner vers celle de Libretto pour un plus petit budget, vers celle de Quarto si vous avez les moyens. Après peut-être vous avez des contre-informations, des contre-avis, n'hésitez pas à me les partager et ou à partager ça en commentaire pour que justement ça puisse nourrir les gens qui se posent la question. Mais voilà, moi en tout cas c'est ça les informations que j'ai à ce sujet. Bon, je pensais pas que je m'attarderais autant, mais et là j'ai envie de le relire, c'est trop... Bref, après ce long tunnel sur Moby Dick, je vais vous parler de ce que moi je projette un petit peu de lire justement comme pavé cet été. Et donc évidemment, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous en dire puisque je ne l'ai pas lu, mais je prévois de lire Aurélien de Aragon. C'est un roman que mon copain m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière et on a prévu en gros de le faire en lecture commune cet été. À la base, on voulait le faire l'été dernier, mais avec nos mémoires respectifs et tout ça, c'était compliqué. Du coup, on va le lire ensemble, je pense, cet été. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Aragon, pour l'instant, je n'ai lu que sa poésie, que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes poètes... il y a deux poètes que j'aime, en fait, et il est l'un de ces deux-là. Et donc j'avais très envie de découvrir un petit peu sa littérature, ses romans. Et donc j'avais envie de commencer avec Aurélien, donc je suis très contente de l'avoir. Ce que j'en sais, c'est que c'est une histoire d'amour dont l'incipit est très connu. Voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Si jamais vous l'avez lu, que vous avez un avis et tout, je serais curieuse d'en discuter. Je serais curieuse d'en discuter aussi au fil de la lecture. Moi j'aime beaucoup quand je lis des longs romans comme ça... Vous voyez, avoir des échanges au fur et à mesure et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Mais pareil, ça a l'air d'être un roman relativement bien découpé. On est sur moins de 600 pages. 570 pages. Voilà. Donc on est quand même sur un beau bébé, n'est-ce pas? Bref. Mais donc voilà, moi ce sera ma lecture de l'été. Dites-moi si ça vous intéresse éventuellement que je vous fasse peut-être un vlog de ma lecture d'Aurélien. Ou enfin je sais pas, dites-moi s'il y a un format qui pourrait vous brancher pour avoir le retour de ma lecture. Et ensuite, alors là c'est un projet que je veux vous proposer, mais il n'aboutirait que si je sens un petit peu d'enthousiasme parce que voilà, bref. Il y a quelques temps, je vous en avais parlé dans un book haul, je me suis fourni le Canon Fraternité, qui est un roman sur la Commune de Paris dans lequel on va suivre un enfant qui débarque en gros à Paris avec sa famille au moment où les hostilités démarrent et qui va nous raconter ça de son point de vue, si j'ai bien tout compris.
Je crois que bon, il y a une petite histoire d'amour en fond certainement, etc. Que ça se passe principalement à Belleville. C'est un roman donc que j'ai très envie de lire. Encore une fois, là on est sur un beau bébé puisqu'il fait plus de 800 pages. Et je voulais vous proposer qu'on en fasse une lecture commune dans le cadre du club de lecture Lire la Révolution. Je trouve que l'été, enfin voilà, si je fais cette vidéo, vous l'aurez compris, ça se prête à la lecture de gros romans. Et donc voilà quoi, je me dis que je me ferais peut-être bien Aurélien sur un mois, Le Canon Fraternité sur l'autre mois. Mais du coup, si c'est quelque chose qui peut vous brancher, c'est quelque chose moi à la base que je voulais lire pour préparer une vidéo sur la Commune de Paris. C'est toujours en travail, enfin voilà, j'ai fait d'autres lectures en parallèle, j'ai d'autres projets de lecture en parallèle, mais je me suis dit que ça pourrait être bien de vous convier justement un peu à la production de cette vidéo en vous associant à l'une des lectures et donc pourquoi pas lire ensemble Le Canon Fraternité cet été. Je pense que c'est un livre qui doit être assez facilement trouvable. Malheureusement, je suis désolée, c'est un grand format donc il est un peu cher. Je pense qu'il n'existe pas en poche et à mon avis il doit coûter une vingtaine d'euros. Bah peut-être moins, je me rappelle plus bien en fait, mais bon. Voilà, je sais que c'est pas forcément accessible pour tout le monde et tout, c'est pour ça que je voulais vous demander votre avis, peut-être qu'il s'emprunte aussi en bibliothèque, enfin bon. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous brancher, et si c'est le cas, ben ça aboutira à un club de lecture cet été. N'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez genre plutôt sur juillet, plutôt sur août et tout. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de tous les pavés dont j'avais envie de vous parler. Je crois que je vais avoir d'avoir porté des livres d'une tonne là comme ça pendant 1 heure. Je vais avoir des courbatures au bras. N'hésitez pas à nourrir les commentaires de vos propres recommandations de pavés pour cet été. Moi, vous voyez, mes choix sont arrêtés, mais il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement influençable et qui change très vite d'avis. Donc peut-être que si une recommandation revient énormément dans les commentaires et que je ne l'ai pas encore lue, je me laisserai tenter. Mais voilà, si comme moi, vous êtes du genre à lire des pavés et qu'il y a un des pavés que j'ai présenté dans cette vidéo qui vous fait particulièrement envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous lisez ces livres, parce que là, tous les livres que je vous ai présentés, c'est des livres que j'ai adorés. Donc, j'ai plein de choses à en dire et j'adore en discuter. J'adore parler des livres que j'aime. Donc, enfin voilà, sinon je serais pas, je serais pas sur YouTube en train de vous parler de littérature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces textes. J'espère que vous ferez des belles lectures cet été. Si jamais vos envies elles sortent complètement de ce que j'ai présenté ici, n'hésitez pas quand même à me les partager parce que je suis curieuse et ça m'intéresse de savoir ce que vous avez prévu de lire, quel est votre petit programme. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, à partager pour le soutien. Je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, faites de très belles lectures.